Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire. Nous serons accompagnés de Valentin Offrand. Alors, avant que nous démarrions, est-ce que pour les personnes qui sont déjà connectées, je vois que vous êtes déjà une dizaine, vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions, s'il vous plaît, que le son fonctionne correctement et que vous voyez bien la présentation s'afficher à l'écran. Voilà, comme ça nous permet de nous assurer que tout fonctionne et de pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Parfait. On me confirme que tout fonctionne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va attendre encore 1 minute que les dernières personnes nous rejoignent et puis on démarre. À tout de suite. Parfait, il est 19 heures. On va pouvoir donner le coup d'envoi de ce webinaire spécial. C'est la première fois qu'on accueille Valentin Offrand pour un webinaire, mais qui a l'habitude déjà de collaborer avec IG. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, il publie des idées de trading, des newsletters également, donc vous avez peut-être déjà utilisé ces idées de trading dans votre trading au quotidien. Ce soir, on s'intéresse au marché en 2024. À quoi s'attendre? Quelles questions se poser? Merci Valentin de nous rejoindre. Je te laisse 1 minute pour te présenter et présenter ton travail. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci Maëva pour cette présentation et de m'avoir invité. Alors, je suis stratégiste des marchés en indépendant depuis 4 ans. Auparavant, j'ai travaillé pour le groupe IG et puis avant pour un autre broker. Donc, ma façon de travailler, c'est l'analyse globale macro et ensuite j'utilise des signaux d'analyse technique pour entrer en position et gérer les risques. Voilà, donc c'est comme ça que je travaille et voilà. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, je vais passer rapidement sur l'avertissement, puisque certains d'entre vous doivent déjà le connaître. Néanmoins, on est obligé de passer par là. Ce soir, Valentin va peut-être être amené à prendre des exemples. Il s'agit juste d'exemples qui seront là pour illustrer son propos et illustrer son opinion. C'est absolument pas des conseils ou une recommandation. Voilà, donc je vous spécifie bien ça. Au niveau d'IG, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en quelques mots, nous sommes cotés à la Bourse de Londres. On a plus de 381 000 clients à travers le monde, leader de l'investissement mondial en ligne. On fêtera d'ailleurs cette année, en 2024, dans les prochains mois, nos 50 ans et nous sommes à Paris depuis déjà 16 ans. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Au niveau des produits qui sont disponibles, l'avantage CIG, c'est que vous avez vraiment la possibilité d'aller sur différents marchés, que ce soit de l'action, de l'indice, du forex, des matières premières, des produits de taux également. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir diversifier justement votre portefeuille. On va passer aux objectifs et donc je te passe la main, Valentin, pour que tu puisses afficher l'écran. Ouais. Voilà, est-ce que Voilà, vous pouvez me parfait. confirmer? Ouais, c'est bon? Oui, oui, tout s'affiche correctement, on voit très bien. Parfait. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter non pas des prévisions pour 2024, mais plutôt des points clés à surveiller, des catalyseurs, voilà, faire un petit point pour se préparer à l'année, parce que entre nous, personne ne sait exactement ce qui se passera cette année. Il y a plusieurs scénarios probables. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par faire un point sur l'inflation et la croissance pour 2024, faire un point ensuite sur les anticipations du marché. Viendra ensuite les différents scénarios macro possibles à mes yeux, et enfin une revue technique des marchés.
Alors, commençons par l'inflation, qui était le thème Alors, des est-ce 2 que tu veux, dernières années. est-ce Ah, que tu veux, Valentin, qu'on commence par notre petite question de sondage? oui, bien sûr, ouais. Ce que je vous Alors, propose, avant de démarrer justement sur l'inflation, c'est qu'on puisse un petit peu discuter des marchés qui vous intéressent plus particulièrement. Donc, vous allez voir la question s'afficher à l'écran. La question est simple. Quel est votre marché de prédilection? Donc, vous pouvez cliquer tout simplement sur l'écran. Au choix, les indices, les actions, le forex, les comos. Donc, les comos, c'est tout ce qui est matière première. Ou si c'est autre, produits de taux, ce genre de choses, eh bien, le VIX, hein, je sais qu'il y a certaines personnes qui le traitent pas mal aussi, eh bien, dites-le nous dans le chat. Pendant que vous répondez, j'en profite pour vous parler de la fenêtre questions. C'est là que vous allez vraiment pouvoir poser vos questions à Valentin tout au long de la présentation. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est des séminaires qu'on fait en live, donc c'est vraiment un moment privilégié pour pouvoir justement poser des questions, intervenir, demander des précisions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, on a déjà 77%, Valentin, de réponses qui ont été collectées, à majorité 71% des indices, et puis après, on a 17% d'actions, 6% de Forex, 6% de Como, et une personne qui me dit autre crypto. Voilà, donc quand même majoritairement des personnes qui suivent les indices ce soir. Voilà, je clôture le sondage et puis vous en aurez un autre tout à l'heure. très bien. Merci beaucoup, Maïva, pour ce sondage. Très intéressant, les résultats. Donc, au sujet de l'inflation en 2024, l'inflation a déjà bien ralenti par rapport au pic de l'année dernière. Et puis, dans les récents mois, le ralentissement était quand même beaucoup plus marqué que ce qui était prévu par les attentes, hein, par le consensus. Cette inflation va revenir proche de 2% d'ici la fin de l'année. C'est très fort probable. D'ailleurs, si on regarde déjà sur des rythmes à 3 mois ou 6 mois en annualisé, on est déjà à 2% ou bien en dessous, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Donc, ce n'est qu'une question de quelques mois, je dirais, pour que le taux sur 12 mois revienne à 2%. Cette décrue de l'inflation et la poursuite de la décrue d'inflation qui, pour 2024, va se justifier par des denrées alimentaires qui vont être en baisse, qui vont se normaliser. On peut le prévoir grâce aux matières premières qui sont cotées en bourse, qui sont en forte baisse, 30% pour les engrais et 15% de baisse pour les matières premières agricoles sur un an. Les prix des véhicules existants et neufs qui sont en baisse également, et la croissance des prix des loyers qui va continuer à ralentir. Alors là, c'est surtout pour les États-Unis que je parle, en raison de l'afflux massif de nouveaux logements. Voilà. Donc ce ralentissement de l'inflation permettra à la Fed et à la BCE de commencer à réduire leurs taux en mars et avril. C'est ce que le marché price. Ça ne vous l'aurait pas manqué, hein. Ces 2 derniers mois, ça a été vraiment le catalyseur qui a provoqué le rebond de tous les actifs, hein, que ce soit obligataires ou actions, même certaines commodities et pourquoi pas aussi on peut dire également les cryptos peut-être, pas totalement, mais bon. Voilà, tous les actifs en tout cas ont profité de ces perspectives d'un pivot rapide de la Fed et des autres banques centrales grâce au ralentissement marqué de l'inflation. Maintenant, on a quand même des incertitudes. La principale reste la géopolitique qui menace potentiellement cette année ou l'année prochaine, ou même plus tard, hein, d'une seconde vague de l'inflation. On voit qu'au Moyen-Orient, la situation est loin d'être stable, donc il ne faut pas écarter un retour de l'inflation. Voilà, donc je vous ai montré ici deux données qui, on va dire, poussent vers une poursuite du ralentissement de l'inflation au cours des prochains mois. À gauche, nous avons les prix de vente selon les PMI, prix de vente des biens manufacturés, mais également des services avancés de 6 mois. Donc, vous voyez que, et c'est sur l'échelle, c'est à l'échelle mondiale, hein, c'est pas seulement pour l'Europe ou les États-Unis. Donc on voit que normalement, cette inflation devrait continuer à ralentir jusqu'au moins cet été,
mais on n'a pas non plus de déflation, on en est loin. Donc un retour de 2%, ça semble envisageable. Maintenant, ça semble rester sticky autour de 2%, vraiment collant. Donc 2% n'est plus vraiment un plafond, mais ça devient un plancher. Et le second argument en faveur d'une poursuite du ralentissement de l'inflation, c'est le prix des logements, des locations de logements, des loyers. Voilà. Donc on a l'indice Zillow qui est affiché en rouge et on voit qu'il est revenu à un niveau similaire à la période pré-Covid, donc autour de 4% de croissance par an. Cet indicateur de Zillow est très intéressant parce qu'en fait, il est calculé sur uniquement sur les nouvelles locations chaque mois, alors que la composante des loyers dans l'indicateur officiel de l'inflation, l'IPC ou le PCE, c'est les loyers, le total des loyers. Donc c'est sur plus de 12 mois. Les loyers qui ont été négociés il y a 12 mois sont inclus dans l'indice. Donc, ce qui fait que la sous-composante des loyers dans l'indicateur officiel de l'inflation est très en retard. C'est très lissé, cette composante, mais elle est très en retard. Donc, dès qu'on a un net ralentissement de la composante des loyers, ça va prendre énormément de temps à se refléter dans l'indicateur officiel. Donc voilà, là ce que nous indique l'indicateur Zillow, c'est qu'on a eu un retour de la croissance des loyers au niveau pré-Covid. Donc ça veut dire que voilà, la composante loyer ne va plus être un moteur de l'inflation l'année prochaine. Peut-être en 2025 ça va le redevenir, mais en tout cas en 2024 ça devrait rester, ça ne devrait pas être un moteur de l'inflation. Et c'est important parce que les loyers, c'est la plus grosse part dans l'indicateur de l'IPC. C'est, il me semble, 40% de l'IPC et représente les loyers. Donc, si les loyers augmentent à 10%, il y a de très fortes chances que l'IPC et l'IPC Core soient bien au-dessus de 5%. Et inversement, si on a les loyers qui augmentent à un rythme modéré, eh bien c'est positif pour un retour de l'inflation aux alentours de 2%. Concernant la croissance, on a les économies qui tentent un soft landing, mais le risque d'un hard landing qui n'est toujours pas à exclure. Ça fait longtemps qu'on entend parler d'un hard landing, à peu près 2 ans. Donc là, selon les enquêtes PMI, on a une production manufacturière qui continue de se détériorer, tandis que la production des services se normalise rapidement après un rebond au début d'année. Pourquoi on n'a pas eu de hard landing au début d'année? C'est parce qu'on a simplement eu un rebond notable, un boom dans l'activité des services, que ce soit dans la restauration, l'hôtellerie, voilà, le tourisme. C'est vraiment ce qui a porté les économies développées tout au long du premier semestre. Et depuis la fin de l'été, on a vraiment un net ralentissement de cette activité-là, de ce secteur-là plutôt, tandis que le secteur manufacturier continue à se détériorer. Le secteur manufacturier, ça fait à peu près 18 mois qu'il se contracte parce qu'on a eu énormément d'achats lors du début de la pandémie, 2020, 2021, énormément d'achats, que ce soit dans les logements, que ce soit des biens durables, des ordinateurs, des téléphones. Étant donné que personne ne pouvait dépenser dans les services, on a eu vraiment un boom dans les biens manufacturiers, mais on ne renouvelle pas ces biens-là tous les ans. Un ordinateur, on le garde plusieurs années, donc forcément, c'est de cette façon-là très cyclique. Et en plus, on a eu la remontée des taux, et on sait que les biens manufacturiers sont financés, une grande part est financée grâce à la dette. Donc, si on a une augmentation des taux, ça rend le secteur encore plus cyclique. Donc, c'est pour ça que le secteur des biens manufacturiers est considéré comme pro-cyclique, alors que le secteur des services l'est beaucoup moins. Voilà, donc le secteur des services est en contraction depuis, on va dire, 1 an et demi, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même dans le reste du monde. Il y a bien sûr des régions qui font exception, comme l'Inde, où le secteur manufacturier est en plein boom, mais c'est pas l'Inde qui va sauver l'économie mondiale.
Et au niveau des services, comme je l'ai dit, on a eu donc un rebond au début d'année qui a évité de tomber en hard landing, mais depuis, on a vraiment eu une nette normalisation de l'activité des services qui revient à un niveau, on va dire, de stagnation, selon les PMI. Voilà, donc ce contexte-là fait que l'emploi commence à se contracter en Europe et désormais stable aux États-Unis. Donc on n'a plus vraiment de création d'emplois selon les PMI, encore une fois, dans les pays occidentaux. On a donc les entreprises qui s'inquiètent de plus en plus de ces capacités excédentaires face à une demande atone et à des perspectives moroses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles commandes et les carnets de commandes se détériorent, que ce soit dans le secteur voilà, manufacturier ou des services, depuis un an. Donc là, l'économie mondiale produit, reste en expansion parce que les entreprises avaient accumulé des gros carnets de commandes en 2020, 2021 et même 2022 parce qu'on avait des chaînes d'approvisionnement qui étaient vraiment très tendues. Mais depuis, voilà, depuis plus d'un an, on a les entreprises qui travaillent essentiellement sur leur carnet de commandes, tandis que les nouvelles commandes diminuent. Les nouvelles commandes ne suffisent pas à compenser, à compenser la production. Donc voilà, donc il y a un bout d'un moment où ces carnets de commandes ne sont pas étendus jusqu'à l'infini, et donc ils se réduisent, et à un bout d'un moment, il faut réduire les capacités de production. Et c'est ce qu'on voit depuis voilà, quelques mois avec l'emploi qui diminue a priori selon les PMI. Les prévisions de croissance des entreprises pour l'année à venir sont tombées à leur plus bas niveau depuis décembre 2022, donc depuis un an. Et comme j'ai dit, voilà, les carnets de commandes et les nouvelles commandes continuent de se dégrader, ce qui ne présage rien de bon pour en tout cas le début de l'année prochaine. Donc le risque d'un landing reste élevé, même si même si ça fait 2 ans qu'on entend parler, il ne faut pas l'exclure. Toutefois, voilà, après plusieurs trimestres de déstockage, il commence à avoir quelques signes, mais vraiment très très précoces. C'est pas certain que ce soit le début d'une nouvelle tendance. Donc certains signes d'un restockage, d'un début de restockage des entreprises. Voilà, donc c'est ce qu'il faudra surveiller à mon avis au cours des prochains mois. Si c'est le cas, si les entreprises se remettent à restocker, à refaire leurs inventaires, dans ce cas, ce sera positif pour la production et donc ça permettra probablement de repousser encore plus tard un hard landing, parce qu'il y en aura un hard landing, mais la question c'est de savoir quand. Si c'est dans 2 ans, c'est pas la peine de s'en inquiéter. Si c'est dans 3, 4, 5 ans, voilà, on ne sait pas. L'importance d'un landing, enfin de prévoir un landing, c'est le prévoir au bon moment. Donc si le secteur manufacturier se met à se rebondir, ce sera positif pour l'économie mondiale et ça repoussera plus tard ces perspectives de hard landing. Donc ce sera positif pour les marchés. Donc comme je l'ai dit, une réaccélération est relativement peu probable. J'ai expliqué à travers les carnets de commandes et les nouvelles commandes, mais on a d'autres indicateurs qui, on va dire, appuient ce scepticisme, on va dire, ce pessimisme, pardon. Donc on a les industries procycliques, des machines et des équipements, parce que pour produire, il faut des machines et des équipements. Donc généralement, avant qu'on ait un nouveau cycle de manufacturier, on a l'industrie des machines et des équipements et des matériaux de base qui rebondissent. Donc ces secteurs-là, pour le moment, rebondissent difficilement. On le voit, c'est le graphique tout à droite. On voit que le point bas pour ce qui est des matières premières, c'était début 2023. Les machines et les équipements, c'était fin de l'été. Mais on est toujours en dessous de 50, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours une détérioration de ces industries. Donc on a un mieux par rapport à il y a quelques mois, mais on n'a toujours pas d'expansion de ces secteurs-là. On voit ici le secteur, l'emploi dans les secteurs manufacturiers et des services. Dans le secteur manufacturier, à l'échelle mondiale, il se contracte depuis 3-4 mois. Et dans les services, on revient à un niveau presque de stagnation, à environ 50. Donc voilà, la composante emploi, au final,
est stable à 50, est revenu stable à 50. Donc ça laisse à présager d'une croissance vraiment très modérée de l'emploi à l'échelle mondiale. En zone euro, les perspectives sont plus sombres, parce qu'on a une contraction de l'emploi depuis 4 ou 5 mois en composite, donc ce qui réunit les services et le manufacturier. Aux États-Unis, la situation est un peu meilleure, mais voilà, à l'échelle mondiale, je pense que c'est intéressant de voir que on a, on va dire, la composante emploi qui est revenue à ses niveaux de l'automne de l'année dernière, où le S&P se traitait 20% plus bas que les niveaux actuels. Au sujet de la croissance, je dirais également qu'il faut faire attention au délai de la politique monétaire. Il y a ce fameux délai de plusieurs mois entre les décisions des politiques monétaires et l'impact sur l'économie réelle. Et d'après le resserrement des conditions de financement des banques commerciales, on voit que l'activité du crédit devrait continuer à se contracter. Ce graphique est pour les États-Unis, mais c'est également cohérent applicable pour l'Europe. Donc il faut environ en général 18 mois pour que l'impact d'une simple hausse des taux se répercute pleinement sur les habitudes de consommation et les prix. 18 mois, c'est une moyenne, mais il faut savoir que la fourchette est très très large. Ça peut être 6 mois comme ça peut être beaucoup plus. Donc voilà, 18 mois, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais l'idée, c'est que voilà, on a eu un durcissement majeur des conditions de crédit pendant 4 ou 5 trimestres consécutifs aux États-Unis. Et ça devrait continuer à peser sur la croissance au moins jusqu'à la fin du premier semestre de cette année. Donc on voit qu'on n'a pas encore des vents qui vont venir soutenir l'économie mondiale au premier semestre. Peut-être que ça sera le cas au second semestre, mais pour le moment, on a encore des vents contraires importants. Les carrés de commandes qui se contractent, les nouvelles commandes qui se contractent, que ce soit pour le secteur manufacturier, mais également des services. On a ce graphique-là qui montre voilà, l'activité des crédits qui devrait continuer à se contracter, et on sait que le crédit dans notre société de consommation est le pilier de nos économies. Donc voilà, c'est quelque chose on a encore beaucoup de vents contraires, donc c'est positif pour l'inflation, ça devrait contribuer au ralentissement de l'inflation au premier semestre, mais c'est possible que au second semestre, les conditions s'améliorent, qu'on ait un restockage des inventaires, que les conditions financières s'assouplissent et que donc on ait un rebond de l'inflation et qu'on évite le hard landing. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est que le marché, et ça vous ne l'aurez pas, je vous apprends rien, le marché tape sur un soft landing et un pivot majeur des banques centrales. Donc on a les analystes qui tapent sur une hausse des revenus de 5,5% du S&P 500 en 2024 et on a environ 6-7 baisses des taux de la Fed et de la BCE qui sont anticipées par les opérateurs de marché cette année. Ce qui est énorme, si on revient un mois plus tôt, c'était plutôt 3 ou 4 baisses des taux anticipées pour cette année. 3 baisses des taux de 25 points de base, ce qui fait voilà, 75 à 100 points de base. Actuellement, c'est plutôt 150. Donc, ce sont des baisses des taux vraiment importantes qui sont actuellement attendues. Forcément, on l'a vu dans les prix des actifs, ça a fait bondir les marchés actions, les marchés obligataires, et j'en passe. Donc attention, c'est ce que le marché price. Les attentes sont, comment dire, très importantes sur ce scénario-là. Donc c'est important parce que si on a demain, enfin plus tard, des publications qui viennent à l'encontre de ce scénario, imaginons une inflation qui commence à redevenir plus élevée que prévu, ou je sais pas moi, une hausse du taux de chômage, vendredi on a un rapport sur l'emploi, une hausse du taux de chômage plus élevée que prévu aux États-Unis, eh bien le marché va soit se mettre à pricer, si on a un rebond d'inflation plus important que prévu, une seconde vague de l'inflation. Donc
moins de baisse des taux à prévoir pour cette année, ce qui va faire pression sur l'ensemble des actifs, que ce soit obligataires ou actions. Et par contre, si on a une hausse du chômage plus élevée que prévu, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les États-Unis, le chômage aux États-Unis, c'est le plus important. Mais voilà, si on a une hausse du chômage, le marché va commencer peut-être à se poser des questions si on va bel et bien avoir un soft landing. Les probabilités d'un landing augmenteront et donc on va avoir les actifs risqués comme les actions qui seront malmenés. Voilà, donc à moins d'un rebond significatif de l'inflation ou d'un hard landing, je pense que l'appétit pour le risque devrait majoritairement dominer cette année, et ce, peu importe ce que fera la Fed. Que la Fed baisse ses taux de 6, 4, 6 ou 8 fois, pardon, je pense que ça n'a pas grand intérêt de tabler exactement sur le nombre de baisses des taux, parce que voilà, la tendance, ça sera le soft landing, le pivot, et donc ce sera positif pour les actifs risqués. Alors bien sûr, il y aura des frayeurs en cours de route, donc je ne serais pas surpris si voilà, dans quelques semaines, quelques mois, on a des chiffres sur l'inflation qui surprennent, voilà, qui sont peut-être plus importantes, plus élevées que prévu, ou comme j'ai dit, des chiffres sur l'emploi qui sont moins bonnes que prévu. Et dans ce cas-là, voilà, on a le scénario d'une seconde vague de l'inflation ou d'un hard landing qui reviennent un peu au premier plan, et donc du coup on a des frayeurs et les marchés qui repricent le risque, vu que pour le moment le marché est totalement en train est totalement positionné sur un soft landing et un pivot. Ouais, si on a des indicateurs qui viennent à l'encontre de ce scénario-là, on va avoir un repricing. Donc, ça me paraît évident qu'on aura des frayeurs en cours de route. Maintenant, tant qu'on n'a pas vraiment de seconde vague de l'inflation, quand je dis seconde vague, c'est vraiment un rebond important de l'inflation, hein, c'est pas un rebond de 100 points de base, hein, c'est plutôt 200, 300, 400 points de base ou plus, où là, je pense que ça serait problématique. Mais si l'inflation revient à 2 et ensuite qu'on a un rebond à 3%, je pense pas que ça soit un gros problème pour les marchés. Voilà. Donc ça, je pense, c'est vraiment à garder en tête, hein. C'est tant qu'on n'a pas de seconde vague d'inflation ou de hard landing, l'appétit au risque devrait dominer et la Fed sera voilà, au second plan. Ça ne sera pas le plus important. Donc les actifs à privilégier selon le scénario, et moi je vous invite à répondre au deuxième questionnaire que nous allons vous demander de répondre. C'est quel scénario privilégiez-vous pour cette année? Est-ce que vous privilégiez un hard landing, un soft landing ou une seconde vague d'inflation? Alors, je lance la question, vous allez la voir s'afficher à l'écran. Donc, vous pouvez sélectionner votre réponse. Je vous rappelle, hein, quel scénario privilégiez-vous pour 2024? Hard landing, soft landing ou seconde vague d'inflation? Alors, pour le moment, on a à peu près 50% Voilà. de votants et on est plutôt sur la seconde vague d'inflation, hein. Quand même majoritairement, hein. Ah, ça y est, c'est en Ouais. train de s'égaliser avec le soft landing, mais c'est plutôt pessimiste, hein, du coup, finalement. Seconde vague, ouais, on a soit le soft landing, soit la seconde vague, mais pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que si on avait fait ce questionnaire il y a un an, je pense que la réponse qui aurait attiré le plus de monde, ça aurait été le hard landing. Là, c'est soft landing et seconde vague d'inflation, donc c'est ouais, assez intéressant. Bon, on n'a plus de répondants, hein, 78%. Je vous laisse encore quelques secondes, hein, si vous souhaitez participer au sondage. Voilà, et puis je le clôture. Donc, ah bah finalement, voilà, on termine ex aequo entre le soft landing et la deuxième vague d'inflation à 45% chacune. Ouais. Et 10% pour hard landing. Alors, simplement pour donc du coup le questionnaire et les réponses du questionnaire sont très intéressantes. Évidemment, c'est impossible de savoir ce qu'on aura en 2024. Pour le moment, on est bien parti pour un soft landing. Maintenant, je pense qu'il faut rester conscient
de cette, comment dire, ce délai de l'impact des politiques monétaires sur l'économie réelle. C'est quelque chose à garder en tête. Pour le moment, si on regarde les indicateurs avancés, comme je les ai énumérés au niveau des PMI, il semblerait qu'on n'ait pas de réaccélération des économies à court terme. Donc, le soft landing semble en bonne voie, mais je dirais que le risk hard landing reste quand même non négligeable, peut-être pas à très court terme, mais d'ici la fin du premier semestre ou voilà, au cours de l'été. Et seconde vague d'inflation, alors après c'est mon avis personnel, évidemment personne n'a de boule de cristal entre les mains. Je pense que si on a une seconde vague d'inflation, ça sera probablement à cause des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ce qu'on a en mer Rouge depuis quelques semaines avec les Houthis, ou voilà, en Israël, Hamas, on a l'Iran qui pourrait être impliqué. Voilà, on a vraiment beaucoup de raisons qui pourraient, enfin, beaucoup de possibilités que la situation dégénère au Moyen-Orient. La situation en Ukraine, est-ce qu'elle peut reprovoquer une vague d'inflation? J'ai du mal à le voir comment. Et puis ensuite, Chine, Taïwan. Bon, ça c'est impossible c'est évidemment impossible à savoir. Est-ce que la situation va se compliquer? Est-ce que ça va causer des problèmes? En tout cas, s'il y a une guerre entre la Chine et la Taïwan, évidemment, il n'y aura pas de soft landing. Et évidemment, il y aura un hard landing et ou une seconde vague d'inflation. Voilà, il faudra se cacher sous les matelas. Donc voilà, donc je pense que le soft landing, c'est le scénario le plus probable à court terme. Maintenant, une seconde vague d'inflation, s'il y a, à mon avis, ça commencera à s'apercevoir vers l'été et on aura, voilà, si on a une seconde vague d'inflation, vraiment un rebond notable au second semestre. Maintenant, vraiment, je pense que la seconde vague d'inflation dépend essentiellement des tensions géopolitiques, de l'évolution des tensions géopolitiques. Si les tensions géopolitiques ne se dégradent pas davantage, si on a le pétrole qui continue à transiter, si on a les chaînes d'approvisionnement qui continuent à bien fonctionner, comme c'est le cas depuis 2023, je pense pas qu'on aura une seconde vague d'inflation, même si on voit là depuis quelques jours, on a les prix des conteneurs qui ont fortement augmenté entre l'Asie et l'Europe. Donc ils ont doublé pour ce qui est des conteneurs de CMA CGM, si je me trompe pas. Ça a été annoncé aujourd'hui. Donc voilà, on a quelques signaux précoces de nouvelles tensions sur les chaînes d'approvisionnement, mais pour le moment, je pense pas que ce soit suffisant pour que ça provoque une seconde vague d'inflation. Voilà. Il faudrait vraiment que la situation en canal de Suez, en mer Rouge, ça soit bloqué pour qu'on ait vraiment des grosses tensions sur les chaînes d'approvisionnement et ça reprovoque une seconde vague d'inflation. Voilà. Ou alors vraiment une guerre terrestre au Moyen-Orient et dans les pays producteurs de pétrole. Je pense à l'Irak, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, on ne sait pas. Voilà, si on a un conflit militaire dans cette région-là, terrestre, entre des nations producteurs, là, évidemment qu'on aura une seconde vague d'inflation. Enfin, ça me semble évident. Alors, je vais passer stratégie pour 2024. Je pense que la meilleure stratégie pour 2024, c'est comme l'année dernière, c'est de trader contre le sentiment, contre les excès de sentiment. Actuellement, le sentiment, je ne vous l'apprends pas, il est extrêmement bullish. Que ce soit, on voit avec le Fear and Greed Index de CNN qui est au-dessus de 75, c'est un niveau de cupidité important. Le Bull Bear Spread de l'enquête AAII
donc des investisseurs individuels, on voit que ce ratio est remonté à son plus haut niveau depuis au moins un an, au mois de décembre. Je vous ai mis également ici un indicateur connu qui est le Smart and Dumb Money, donc traduction française, c'est on va dire argent intelligent et l'argent, on va dire bête, stupide. Donc en fait, c'est quoi? C'est les investisseurs considérés comme c'est les investisseurs institutionnels versus les investisseurs particuliers. Bon, après, ça va prendre avec des pincettes, mais on voit que voilà, ce qui est considéré dumb money, donc la monnaie stupide, on voit qu'il est extrêmement positif depuis plusieurs semaines, comme c'était le cas cet été, ou encore plus tôt en janvier-février. Donc on voit que là, pour le moment, c'est plutôt, ça offre plutôt comment dire, ça invite plutôt à la prudence. Alors évidemment, ces indicateurs de sentiment ne sont pas des outils qui permettent de timer le marché de façon efficace, mais ça permet, je dirais, de savoir où se situe le couple risque-rendement. Est-ce que le couple risque-rendement est plutôt en faveur des achats ou plutôt en faveur des ventes? Et là, on voit que 3 indicateurs nous invitent à être prudents et à plutôt privilégier les ventes ou les positions short plutôt que les achats. Voilà, donc pour 2024, je pense qu'il faut continuer à trader contre les excès de sentiments. Donc pour le moment, c'est plutôt privilégier les ventes et les shorts pendant quelques semaines, le temps que le sentiment se normalise, voire même que le pendule repasse de l'autre côté et qu'il devienne pessimiste, très pessimiste, comme c'était le cas fin octobre ou fin mars. Je vais passer à l'analyse technique. Je vais commencer par le Russell 2000 qui me semble particulièrement intéressant puisqu'on a récemment eu une sortie par le haut du range dans lequel il évoluait pendant à peu près 18 mois. Donc bien qu'on va probablement avoir un pullback à court terme, au vu des indicateurs de sentiment et au vu des 2 séances qu'on connaît depuis le début de l'année, je pense que ce breakout est techniquement un signal positif pour les marchés. Donc je ne sais pas où ce pullback, et personne ne sait où ce pullback va se terminer, mais voilà, les supports à surveiller, c'est à 1900, peut-être 1740. L'intensité du pullback dépendra des prochains catalyseurs. Et personne ne connaît les prochains, l'issue des publications prochaines. Par exemple, le chômage vendredi, si on a un rapport sur l'emploi très décevant, on va avoir un gros retracement. Si on a des chiffres sur l'inflation supérieurs aux attentes la semaine prochaine, il me semble que c'est publié la semaine prochaine aux États-Unis, et bien évidemment, on aura un retracement plus important. Parce que la hausse récente, je rappelle, a été alimentée par les perspectives d'un soft landing et d'un pivot. Donc tout ce qui irait à l'encontre de ce scénario-là justifierait un pullback. Voilà. Et plus on a des arguments qui vont en défaveur de ce scénario, plus le pullback sera, à mon avis, important. Donc c'est impossible à dire jusqu'où ce pullback, cette respiration du marché ira. Mais en tout cas, la sortie par le haut du range est un signal positif pour le moyen et long terme. Ce qui est du S&P 500, même perspective. Bon, on n'a pas eu de breakout majeur comme le Russell 2000, mais voilà, dans l'idée à court terme, on va très probablement avoir un retracement pendant plusieurs semaines. Le premier support que je vais surveiller, c'est celui à 4600 points, qui était le sommet de juillet 2023. Et ensuite, cet oblique-là qui passe par les creux de octobre 2023 et octobre 2022 et octobre 2023. Donc voilà, on a potentiellement 5 à 8% de baisse pour le S&P 500. Ça serait l'idéal. Disons que le retracement idéal pour le S&P 500, pour nettoyer un petit peu cet excès d'optimisme, ça serait un retracement jusqu'à 4500, 4400 et ensuite on est en rebond. Par contre, si on casse la ligne de tendance haussière, là, ça serait de mauvais augure pour les perspectives de fond. Concernant le CAC 40,
bon, respiration également avant une poursuite de la hausse. Premier support surveillé 7004, mais on peut descendre beaucoup plus bas, 7002, c'est fortement possible. Demain, il me semble, oui, demain, on a les chiffres sur l'inflation en France et en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Et bah, ces chiffres sur l'inflation seront extrêmement surveillés. Voilà. Donc attention, hein, les tendances comme ça de court terme, même si elles sont de court terme, ne se font pas en ligne droite. Donc là, on a eu 2 séances consécutives de fortes baisses. On pourrait en avoir une troisième demain, même une quatrième vendredi. Mais on aura, si on a un retracement de plusieurs semaines, on aura des séances de hausse. Donc attention, c'est pas parce que le marché revient, enfin, c'est pas parce que le marché va peut-être revenir à 7200 points qu'on peut pas avoir un rebond, enfin un retour à 7004, ensuite un rebond à 7005 et ensuite une nouvelle baisse. Donc voilà, faut, faut garder, je pense, cela à l'esprit que les tendances se font pas en ligne droite. Donc moi, je pense que vu l'excès de pessimisme qu'on a, l'excès d'optimisme, pardon, qu'on a depuis plusieurs semaines, on va probablement avoir un retracement au premier trimestre, mais on aura très probablement des séances et même peut-être des semaines de rebond dans ce retracement. Vous voyez que par exemple ici, entre septembre, je vais plutôt montrer le S&P 500, donc en hebdomadaire, vous voyez, entre juillet et octobre, on a eu une baisse de 10% du S&P 500, mais on a quand même eu des rebonds assez importants dans ce retracement. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à garder en tête. Donc c'est possible qu'on ait une baisse cette semaine, un rebond la semaine prochaine et ensuite une nouvelle baisse dans 3 semaines. DAX, même topo, hein, la configuration est assez intéressante. On a un rare un rare triangle qui est ouvert. On appelle ça également un entonnoir dans l'analyse technique. C'est une figure d'indécision de plus en plus importante. Voilà, donc on fait des allers-retours dans ce triangle depuis le printemps de l'année dernière. On a buté à 17 000 points avant d'avoir fait un creux à 14 600, donc on a des mouvements assez violents. Le mouvement des 2 derniers mois a été alimenté, comme j'ai dit, par les perspectives d'un soft landing et d'un hard landing. Personnellement, je ne serais pas surpris si ce scénario-là perd un peu de terrain ces prochaines semaines. Donc on est concrètement des déclarations de banquiers centraux ou des publications économiques qui viennent à l'encontre de ces scénarios-là. Donc concrètement, qu'au lieu qu'on ait 6 baisses des taux pricées par les marchés pour cette année, bah, qu'au final, dans un mois ou deux, on se retrouve avec plutôt 4 baisses des taux pricées. Et donc, ça serait négatif pour le marché obligataire et ça impliquerait également une baisse des marchés actions. Voilà. Donc, DAX, je serais pas choqué d'un retour au moins à ce niveau-là. L'ancien record va de 2022, mais même, je pense qu'on peut passer en dessous, 16 000, voire même 15 600 points. Voilà, donc comme j'ai expliqué tout au long de cette présentation, les taux longs, enfin les rendements obligataires vont être particulièrement importants. Le mouvement des derniers mois, il faut vraiment comprendre que ça a été vraiment alimenté par les perspectives d'un pivot rapide de la Fed et de la BCE. Et donc on a eu une chute des taux longs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Là, on est dans une zone, on va dire, qu'on peut considérer comme la zone d'un soft landing. Maintenant, voilà, j'ai essayé de donner des niveaux à surveiller sur ces taux comment dire, ce taux à 10 ans US. Si on a un rebond au-dessus de 4,5%, je pense que ça voudrait dire qu'on est une seconde vague d'inflation qui commence à être pricée. Et donc, ça serait très négatif pour le marché action. Pour rappel, hein, si on revient quelques temps en arrière, en 2021, l'inflation accélère et en 2022, on a le gros retracement qui a été causé par les perspectives d'un resserrement majeur des taux directeurs. C'est à partir de début 2022 que le marché a commencé à pricer un nombre conséquent d'hausse des taux de la Fed et de la BCE.
Donc, si on a un rebond de l'inflation, le marché action et le marché obligataire, enfin, ces deux marchés-là, ils vont vraiment chuter. Peut-être plus que l'année dernière, parce que ça voudrait dire que l'inflation qui vaut plus d'efforts pour lutter durablement contre l'inflation. Donc la Fed devra aller plus loin que ce qu'elle a fait. Si on a une seconde vague d'inflation. Voilà. Si on a une seconde vague d'inflation, je pense que le taux à 10 ans US peut revenir à 6 peut monter jusqu'à 6%, ce qui n'a pas été vu depuis probablement une vingtaine, voire même 25 ans. Donc voilà. Je pense qu'en gros, le sommet de octobre de l'année dernière, il sera dépassé si on a une seconde vague d'inflation. Et par contre, si on a un hard landing, bah là, ça va être le rush sur les actifs refuges, dont les obligations d'État américaines. Et donc, le taux à 10 ans va s'enfoncer bien en dessous des 3,5%. Évidemment, la baisse des taux longs, dans ce cas, ne sera pas positive pour le marché actions, parce que ça voudrait dire qu'on ait une baisse des revenus des entreprises. Voilà. Hard landing, récession, baisse des bénéfices, chute des actifs risqués. Donc là, le taux à 10 ans, tant qu'il évolue, je dirais, entre grosso modo 3,5 et 4,5, ça ne devrait pas avoir de gros impact sur le marché action. Bien sûr, si on remonte à 4,5%, le marché action va se réajuster à la baisse, mais je pense pas qu'on va avoir un retracement de plus 10% tant qu'on reste tant que le taux à 10 ans US reste dans cette zone de prix. Par contre, s'il en sort à la hausse ou à la baisse, je pense que la correction de 15-20%, voire plus, est assurée. Ce qui est de l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, c'est très le marché des devises en ce moment est très corrélé aux anticipations des taux de la Fed. Concrètement, quand on a les perspectives de baisse des taux qui se renforcent, donc le dollar s'affaiblit et l'euro, la livre sterling, le dollar australien, et voilà, tous les autres devises majeures s'apprécient, même si les perspectives de baisse des taux de la BCE augmentent également. Parce que là, les 2 derniers mois, on a eu une baisse, on a eu des anticipations de baisse des taux de la Fed, mais tout autant de la BCE. Voilà, donc je pense que on a autant de baisse des taux qui sont pricés cette année pour la Fed et la BCE par les opérateurs de marché. Donc, je pense que le raisonnement, c'est que si on a ce cycle de baisse des taux des banques centrales, ce sera positif pour l'économie mondiale, donc soft landing. Et qui dit soft landing dit positif pour les actifs procycliques. Et donc, c'est moins de demande pour la devise refuge par excellence, qui est le dollar. Voilà. Donc moi, je le vois comme ça, c'est mon interprétation. Donc voilà, tant qu'on a des anticipations de baisse des taux de la Fed et de la BCE et des anticipations d'un soft landing, ça va être positif pour l'euro et les autres devises majeures face au dollar. Par contre, si on a un retour en arrière de ces anticipations, ce qui est, je pense, le plus probable à court terme, comme j'ai expliqué, dans ce cas-là, le dollar va recommencer à être demandé. Et d'ailleurs, on le voit depuis le début de l'année, le DXY a bien rebondi en 2 séances. Donc voilà, j'ai l'impression que, si vous voulez, que le dollar, il est corrélé négativement au marché action depuis 1 an, voire même 2 ans. Donc voilà, si on a un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed et même des autres banques centrales, ça va être très positif pour le dollar. Si on a un hard landing aux États-Unis ou en Europe, ça va être très positif pour le dollar. Par contre, si on a un soft landing, donc le Graal pour les marchés, c'est bullish action, bullish obligation, mais également bullish euro. Voilà. Petit topo sur la Chine, parce qu'elle est intéressante d'un point de vue technique. J'ai affiché ici un graphe du Hang Seng Index, donc l'indice de la bourse de Hong Kong, avec
un ETF hein, de matériaux de base, donc métaux de base, pardon, donc les métaux industriels. Pourquoi superposer métaux industriels avec la bourse de Hong Kong? Tout simplement parce que la Chine, c'est le principal consommateur de métaux. Voilà. Parce que c'est elle qui produit pour le monde entier, c'est également elle qui se développe le plus, elle a un poids important dans l'économie mondiale, donc voilà, la Chine consomme, importe la majorité des métaux dans le monde. Donc, si on a une hausse des métaux industriels, l'idée c'est que c'est un bon signal pour l'économie chinoise. Et si c'est voilà, si on a un signal positif pour l'économie chinoise, en théorie, ça devrait être positif pour le marché action chinois. Donc, le rebond de la bourse chinoise est pour le moment très timide, malgré le rebond, je dirais pas significatif des métaux, mais en tout cas, on a un bon début de rebond. Donc, si les métaux continuent à rebondir, ça voudrait peut-être dire qu'on a fait récemment le point bas sur le marché chinois. En tout cas, d'un point de vue couple risque-rendement, parce qu'on ne sait jamais, il n'y a aucun signal qui comment dire, à 100% de taux de réussite ou qui garantit un résultat. Donc, d'un point de vue couple risque-rendement, si les métaux industriels continuent à rebondir, ça serait de bon signe pour les bourses chinoises. Des catalyseurs à surveiller en 2024. Donc, on va voir la géopolitique. J'insiste sur ce point-là parce qu'à mon avis, c'est ce qui dictera si on aura une seconde vague d'inflation ou non. Le QRA, donc c'est les annonces trimestrielles de refinancement du Trésor américain. Ça a un peu été remis, comment dire, sur le devant de la scène cette année, et vous allez comprendre pourquoi lors de la prochaine slide. Ces annonces trimestrielles de refinancement consistent à des annonces trimestrielles du Trésor américain, lors desquelles le Trésor actualise ses prévisions d'émissions obligataires. En termes de quantité, donc en centaines de milliards de dollars, donc combien ils vont lever au premier trimestre, combien ils lèveront au second trimestre. Ça se fait voilà, sur 2 trimestres. Mais surtout, le plus important pour les marchés, ça va être la proportion entre les émissions de bills et de bonds. Les bills, c'est la dette de très court terme, c'est la dette qui est émise et qui est remboursée en moins d'1 an. Donc c'est considéré comme du cash un petit peu, parce que voilà, c'est une expiration, une maturité très rapide, très courte. Et on a les bonds, qui sont des dettes à émission, à maturité beaucoup plus longue, à 10 ans ou plus. Et pourquoi c'est important cette proportion-là? Parce qu'en fait, la liquidité, la demande d'obligations de très court terme, de bills, de T-bills, est énorme. Il n'y a aucun problème de liquidité pour les T-bills. Par contre, pour les T-bonds, la liquidité elle n'est pas rare, mais vu que les obligations de long terme sont un actif qui est en compétition avec les actions, parce que tous les deux, les actions et les obligations de long terme, sont des actifs de longue durée. On investit sur des actions pour le long terme. Et les obligations de long terme, c'est pour le long terme également. Donc, les T-bills ne sont pas en compétition avec les actions, mais les T-bonds le sont. Donc, si on a une forte émission de T-bonds, ça va faire de l'ombre aux actions. La demande de liquidité va être plus importante. Et donc, les actions vont avoir tendance à être sous pression. Là, vous voyez un graphique de l'année dernière avec comme droite verticale les annonces, les QRA, les fameuses annonces QRA. Donc, QRA, c'est Quarterly Refinance Announcement, si je ne me trompe pas. Et on voit que ces annonces ont quand même pas mal corroboré avec les retournements du marché. Et ce n'est pas un hasard, hein, parce que, par exemple, en juillet, on a eu Janet Yellen, donc la secrétaire au Trésor des États-Unis, qui a annoncé qu'elle allait, elle a revu à la hausse
ses émissions d'obligations de long terme par rapport à ce que prévoyait auparavant. Donc concrètement, le marché s'est dit que le Trésor va drainer davantage de liquidités que prévu. Et donc on a eu la hausse des taux et le repli des actions. À l'inverse, en octobre, fin octobre, c'était très surveillé ce QRA, on a eu l'inverse, Janet Yellen qui a indiqué qu'au quatrième trimestre et qu'au premier trimestre de 2024, elle allait davantage, qu'elle avait révisé à la hausse ses anticipations d'émissions de T-bills, donc d'obligations de très court terme qui n'a pas d'impact sur la liquidité du marché. Voilà. Et donc c'était très positif pour le marché action qui s'est dit que du coup le Trésor américain va drainer moins de liquidités que prévu. Et donc on a eu un rallye des obligations et dans le sillage des obligations, les actions. Voilà. Et pourquoi les T-bills n'ont pas vraiment d'impact sur la liquidité? Tout simplement parce que la liquidité qui est parquée auprès de la Fed, le fameux reverse repo, les liquidités sont énormes. Hein. C'est 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars qui sont parqués à la Fed, qui sont rémunérés par la Fed. Donc, Janet Yellen, le Trésor américain, peut émettre des T-bills et l'argent qui est parqué à la Fed va financer ces T-bills. Et donc, il n'y aura aucun impact sur la liquidité, on va dire la liquidité de plus long terme. Par contre, évidemment, s'il n'y avait pas autant de liquidités parquées à la Fed, ça serait une autre question. Mais bon, voilà, avec 1000 milliards de dollars, il n'y aura aucun problème de liquidité pour le financement des T-bills cette année. Donc, c'est à mon avis ce qu'elle va privilégier. Et enfin, de toute façon, c'est ce qu'elle privilégie. Enfin, le Trésor américain privilégie constamment les T-bills. On a un peu, ouais, c'est ça, majoritairement des T-bills. Et surtout en cette période d'élection électorale, hein, d'élection présidentielle, pardon, excusez-moi, où Janet Yellen travaille pour la Maison Blanche. La Maison Blanche qui a des élections dans moins d'un an. Et donc, voilà, le Trésor américain est au courant que les émissions d'obligations de T-bonds ou de T-bills, la proportion a un impact sur le marché action. Donc, si Joe Biden veut mettre toutes ses chances pour être réélu, Janet Yellen va plutôt revoir à la hausse les émissions de T-bills plutôt que de T-bonds. Voilà, dans la logique, en tout cas. En conclusion, et n'hésitez pas si vous en avez avant de terminer, le marché est mis actuellement sur un soft landing et un pivot rapide des banques centrales. Attention au scénario d'une seconde vague d'inflation ou d'un landing, qui restent des menaces non négligeables pour cette année, pour les actifs risqués, et même pour les actifs refuges comme les obligations. Hein. Si on a un rebond de l'inflation, les obligations vont chuter comme elles l'ont fait en 2021 et 2022 et même 2023. En l'absence de ces deux scénarios, les actifs risqués devraient continuer à grimper, même si évidemment la hausse ne va pas se faire en ligne droite, hein, on va avoir des fluctuations. Et je pense que du coup, on aura les titres value, les titres cycliques, les small caps qui devraient surperformer cette année. La géopolitique et les annonces trimestrielles du Trésor américain seront pour moi des catalyseurs importants en attendant les élections américaines qui sont prévues en octobre-novembre. Et voilà, un retracement du récent rallye semble plus probable à très court terme. Merci beaucoup Valentin pour cette présentation. Alors juste un petit rappel sur les types de comptes que vous avez à disposition chez IG. Ça vous permettra de poser les dernières questions si vous en avez quelques-unes sur le chat. Alors, vous retrouverez d'abord le compte à risque limité, hein, qui est le compte qui est ouvert automatiquement quand vous ouvrez un compte chez IG, d'accord, avec un stop garantie qui est obligatoire.
Sur demande, après avoir vérifié un certain nombre d'éléments, on pourra vous passer sur un compte non négatif, où là, vous aurez beaucoup plus de flexibilité avec le stop garanti, le stop standard, le stop suiveur ou même des positions sans stop. Et puis également, le compte pro, où là, vous avez des critères très spécifiques liés à l'épargne, à l'expérience de la personne qui traite sur le compte et qui vous permettent donc d'avoir un effet de levier plus important également. À cela, vous pouvez également ajouter le compte société, donc qui peut être, selon ce que vous souhaitez, à risque limité, non négatif ou pro, et qui peut être destiné tout simplement à l'usage, par exemple, de trading, de la trésorerie de votre entreprise, par exemple, si vous souhaitez un petit peu la dynamiser. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les QR codes qui s'affichent là à l'écran, donc c'est très simple, hein. Il vous suffit de les scanner avec votre smartphone. Vous retrouverez les idées de trading, les podcasts qui sont disponibles, et puis également les réseaux sociaux, Facebook, X, YouTube, et j'en passe. Eh bien, écoutez, on n'a pas de questions, c'est que ça a été très clair, Valentin. Ah, ça y est, alors des questions arrivent. Bon, alors ça, c'est une question plus spécifique par rapport à ProRealTime, donc j'y répondrai à part. On a une question pour toi, Valentin. On parle beaucoup des taux directeurs de la Fed et très peu des opérations d'open market. Est-ce que le sens de votre remarque sur les T-bonds et les T-bills, est-ce que la poule et l'œuf entre la Fed et le gouvernement US sur ces opérations? Alors attends, je n'ai pas la suite. Hop, on va essayer parce que c'est un petit peu long et du coup, je ne vois pas la totalité de. Ah bah non, c'est ça. Quelle est la poule et l'œuf entre la Fed et le gouvernement US sur ces opérations? Voilà. Est-ce que tu as compris la question et est-ce que tu as une opinion par rapport à ça? Pour les opérations d'open market, je pense que évidemment ça draine la liquidité, on a le quantitative tightening, mais c'est dans le fond, je pense qu'il est trop faible pour qu'il y ait un impact notable sur les marchés ou sur la liquidité. Donc je ne pense pas que ça va avoir un impact sur les rendements obligataires. Voilà, donc je pense que le quantitative tightening va continuer dans le fond et je crois pas qu'il y aura un impact sur les actifs risqués. Autrement, on l'aurait déjà eu. Ça fait quand même 1 an et demi que le quantitative tightening a commencé. Voilà, donc je vois pas pourquoi cette année ça aurait un impact et pas ça n'aurait pas eu l'année dernière. Et quelle est la poule et l'œuf entre la Fed et le gouvernement US sur cette opération? Alors, j'ai pas vraiment d'opinion. Je pense que évidemment la Fed est censée être indépendante, mais elle travaille quand même avec le gouvernement. Je pense qu'elle est quand même influencée par ce que veut la Maison Blanche. Donc je dirais que la politique du gouvernement de la Maison Blanche n'aide pas à la lutte contre l'inflation. Il y a un déficit extrêmement important aux États-Unis, un déficit public extrêmement important, de l'ordre de 6-7% du PIB, ce qui est énorme. Donc ça aide vraiment pas à la lutte contre l'inflation, mais ça permet évidemment à l'économie de rester à flot. Pourquoi on n'a pas eu de hard landing cette année? Je pense que c'est quand même en grande partie grâce au déficit public américain. Si on n'avait pas ces 2000 milliards de dollars de déficit public qu'on a eu en 2023, enfin octobre 2022 jusqu'à octobre 2023, j'ai du mal à croire que l'économie n'aurait pas connu de hard landing. Étant donné que là, on est déjà l'économie américaine est, je dirais, presque à la limite d'une récession. En tout cas, on n'est pas très loin. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je pense que le gouvernement n'aide pas la politique monétaire de la Fed, mais en même temps, c'est le boulot de la Fed de ralentir l'inflation et pas l'objectif de la Maison Blanche. L'objectif de la Maison Blanche, c'est l'économie
c'est de garder de la croissance et pas tomber en récession avant les élections. Est-ce que le déficit US signifie que l'économie américaine est sous perfusion? Oui, oui, mais comme en Europe, hein, le déficit en Europe, certes, c'est normalisé par rapport au début des années Covid, hein, par rapport à l'année dernière et l'année précédente, mais, il reste quand même important, il me semble entre 3 et 4%. Alors, c'est beaucoup plus faible que les États-Unis. Hein. Les États-Unis, c'est vraiment, il y a un déficit inédit, hein, si on exclut les années 2020-2021. Le déficit américain, il est aussi élevé il me semble, hein, qu'en 2008, donc lors de la crise financière. Et avant ça, c'était pour financer, si je ne dis pas de bêtises, la guerre du Vietnam ou la Seconde Guerre mondiale, l'une des deux. Voilà. Donc, autrement dit, en dehors de période de guerre, on n'a jamais eu un déficit public aussi élevé aux États-Unis, et encore moins lorsqu'on a 3,5% de taux de chômage et une inflation qui certes ralentit, mais qui reste quand même un problème pour la majorité des Américains. Donc voilà. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Valentin. Je te souhaite une excellente fin de journée. Là, vous auriez accès au replay dès demain sur IG Academy. Et puis, je demanderai également à ce qu'il soit mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Excellente fin de journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.